Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Votre femme est vivante. Murmure la petite fille pauvre au millionnaire en larmes devant la tombe. Le ciel était d'un gris de cendre, étouffant, suspendu comme une couverture lourde sur le monde. Une brume fine s'élevait entre les tombes, effleurant les croix et les stèles comme les doigts froids d'un fantôme invisible. Le vent n'osait même plus souffler, et les oiseaux, eux, s'étaient tus depuis l'aube. Au milieu de ce silence solennel, un homme seul, figé, Jackson Miller, se tenait droit devant une tombe de marbre blanc. Imposante, élégante, comme un monument dédié à l'amour et à la perte. Sur la plaque était gravé: Evelyn Rose Miller 1983-2021. Tu vis en moi, à jamais. 3 années. 3 longues années avaient passé. Et pourtant, pour Jackson, la douleur ne s'était pas estompée. Elle s'était simplement enracinée plus profondément, silencieuse, perfide. Elle s'était insinuée dans chaque recoin de son quotidien, jusqu'à faire de lui une coquille vide. Un homme qui réussissait tout, sauf à continuer de vivre sans elle. Jackson Miller, génie du logiciel, visionnaire, milliardaire adoré des médias, mais derrière les apparences, un veuf égaré. Il tenait dans ses mains tremblantes un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées d'Evelyn. Il s'agenouilla lentement, sans même sentir le froid humide qui s'infiltrait dans son pantalon. Il ferma les yeux, et ses lèvres frémirent. Je n'arrive pas à continuer sans toi. Je vis, mais je ne suis plus vivant. Où que tu sois. Evelyn, donne-moi un signe. S'il te plaît. Et c'est là, dans ce moment suspendu, entre désespoir et prière, que quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix fluette, presque irréelle, vint briser le silence. Monsieur, votre femme est vivante. Jackson se redressa brusquement, surpris, son cœur battant à tout rompre. Derrière lui, à quelques mètres, se tenait une petite fille, noire de peau, pieds nus sur la terre mouillée, vêtue d'une robe abîmée, sale, trouée. Elle semblait sortie de nulle part. Mais ce n'était pas tant son apparence qui choqua Jackson, que son regard. 2 yeux profonds, fixes, calmes. Trop anciens pour une enfant. Il portait un savoir silencieux, une gravité troublante. Qu'est-ce que tu viens de dire? Balbutia Jackson, la gorge nouée. Elle est vivante, répéta l'enfant. Elle vit dans un endroit qu'on appelle Cold Creek. Près de la frontière canadienne. Elle pleure votre nom chaque soir. Elle avait prononcé ces mots avec une lenteur hypnotique, comme si elle récitait une vérité gravée dans les étoiles. Puis, sans attendre de réponse, elle tourna les talons et disparut parmi les cyprès du cimetière, avalée par la brume, comme si elle n'avait jamais été là. Jackson resta figé, paralysé, les fleurs tombées à ses pieds. Son esprit rationnel cherchait à expliquer ce qu'il venait de vivre. Une hallucination? Un rêve éveillé? Une coïncidence? Mais au fond de lui, quelque chose s'était brisé, ou plutôt, réveillé. Une intuition brûlante, irréfutable. Il avait bâti toute sa vie sur la logique et les preuves. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'était viscéral. Il se releva lentement, son cœur cognant dans sa poitrine comme s'il voulait bondir hors de sa cage. De retour dans sa voiture, il ne démarra pas tout de suite. Il resta là, les mains serrées sur le volant, à fixer le néant. Ce n'était pas la première fois qu'on prétendait avoir vu Evelyn. Les tabloïds avaient évoqué des témoignages absurdes au Mexique, en Argentine, même à Tokyo. Mais jamais un message n'avait été aussi précis, aussi perçant. Il sortit son téléphone d'un geste brusque et appuya sur un contact enregistré sous le nom « Thomas Sécurité Privée ». « Thomas ? Oui, patron ? Vous allez bien ? Écoute-moi attentivement. Je veux que tu rassembles immédiatement notre équipe d'enquêteurs. Je veux des infos sur un endroit appelé Cold Creek, au nord. Près de la frontière avec le Canada. Si ça existe, je veux tout, la population, les accès, les habitants. Et surtout, il marqua une pause. Je veux que tu fasses une vérification complète des assurances déclarées à la mort d'Evelyn. Toutes. Chaque clause. Chaque signature.
Je veux savoir s'il y a eu falsification. Thomas hésita un instant à l'autre bout du fil. Compris, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Jackson raccrocha, les yeux encore embués. Au fond de son âme, un espoir interdit venait de naître. Et s'il n'avait jamais été fou de croire qu'elle était encore en vie? 3 jours plus tard, dans les bureaux privés de Miller Dynamics, perché au dernier étage d'une tour de verre dominant Seattle, Thomas Gallagher, chef de la sécurité et ancien agent du renseignement, fit son entrée dans le bureau de Jackson avec un visage fermé. Il tenait une tablette et un dossier épais sous le bras. Il n'avait pas dormi de la nuit, et ça se voyait. Jackson, assis derrière son large bureau de chêne sombre, releva la tête. Un silence chargé s'installa immédiatement. Alors, demanda-t-il, la voix rauque. Thomas déposa les documents avec précaution, comme s'ils étaient radioactifs. Il s'assit en face de Jackson, puis le fixa droit dans les yeux. Patron. Cold Creek existe. Jackson ne dit rien, mais ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir du fauteuil. C'est une zone forestière isolée, au nord du Montana, à quelques kilomètres de la frontière canadienne. Officiellement, il ne reste là-bas qu'un petit groupe d'habitants permanents, des trappeurs, des chasseurs, quelques survivants du monde moderne. Pas de réseau téléphonique. Pas d'internet. Pas même de route praticable la moitié de l'année. Il appuya sur la tablette. Une série de photos satellites apparut, suivie d'une carte topographique. Mais, ce n'est pas tout, ajouta Thomas, plus bas. Il marqua un silence. Son regard se fit plus inquiet. Nos hommes ont interrogé un vieil homme qui vit à l'entrée du hameau. Il a parlé d'une femme étrange, douce, qui soigne les malades avec des herbes, qui refuse qu'on la prenne en photo. Les habitants l'appellent. Il ouvrit le dossier et lut à voix haute, mot pour mot. Madame. Jackson sentit un frisson glacial remonter le long de sa colonne. Elle vit dans une cabane en bois, au bord d'un lac gelé, presque coupé du reste du monde. Plusieurs témoins affirment qu'elle a la même voix, les mêmes gestes, et le même visage qu'Evelyn. Le cœur de Jackson manqua un battement. Il s'appuya lentement contre le dossier de son siège. Les murs semblaient se rapprocher. Mais Thomas n'avait pas terminé. Et il y a pire. Jackson releva les yeux. Je vous ai apporté les résultats de l'analyse juridique des documents d'assurance vie que vous m'avez demandé. Je les ai fait examiner par 2 experts en écriture. Patron. Il sortit une feuille plastifiée, la posa devant Jackson. Vous n'avez jamais signé la clause de décès avancée. C'est votre frère. Peter. Un blanc s'installa. Les mots semblaient flotter, comme suspendus. Thomas continua, lentement. Il a utilisé une ancienne procuration, falsifié votre signature et activé la clause après la disparition d'Evelyn. Il a ensuite transféré 10 millions de dollars sur un compte offshore à son nom, sous une fausse société. Tout ça, 3 semaines après la disparition du yacht. Jackson resta figé, les yeux vides. Il murmura, comme pour lui-même. Mon propre frère? Il se leva lentement, marcha jusqu'à la baie vitrée et posa les 2 mains contre le verre. Il regarda la ville s'étendre à l'infini, les tours brillantes, les voitures minuscules en mouvement. Un mélange de dégoût, de trahison et de rage froide montait en lui. Son propre sang. Son frère, Peter. Celui qui l'avait aidé à sortir de la drogue, à reconstruire sa vie, qu'il avait embauché par compassion. Il se retourna brusquement. Prépare l'hélico. Monsieur? On part demain matin. À l'aube. Toi, moi, et Reggie. Il attrapa le dossier et le serra contre sa poitrine comme un talisman. Je veux la voir. Je veux savoir si c'est vraiment elle. Et si c'est le cas? Il s'arrêta. Un feu nouveau brillait dans ses yeux. Alors cette fois, je ne la laisserai plus jamais partir. Le lendemain, tôt à l'aube, un hélicoptère survolait les forêts denses et glacées du nord du Montana. À son bord, Jackson Miller, vêtu d'un manteau épais, regardait par la vitre la mer de sapins en contrebas, le visage figé dans une tension muette. À côté de lui, Reggie Holloway, son garde du corps fidèle et ancien marine, gardait une main posée sur sa sacoche. En dessous, tout semblait endormi,
recouvert d'un manteau blanc ininterrompu. Le pilote, un guide local recruté par Thomas, leur fit signe. On ne peut pas aller plus loin. Le relief est trop instable. Je vous dépose ici. La cabane est à 3 miles dans cette direction. Il montra une ligne de crête à l'horizon. Ils sautèrent dans la neige poudreuse, leurs bottes s'enfonçant profondément. Le vent mordait la peau, même à travers les vêtements les plus épais. L'hélico repartit aussitôt, laissant derrière lui un silence de cathédrale. La marche fut longue, rude, silencieuse. Le bruit de leurs pas dans la neige était le seul son qui brisait le calme absolu. Jackson sentait son cœur cogner plus vite à chaque pas. Était-elle vraiment là? Était-ce une illusion de plus? Après 3 heures de marche, la forêt s'éclaircit enfin. Devant eux s'ouvrit une petite clairière givrée. Un lac gelé scintillait sous la lumière terne de l'après-midi. À sa lisière, une cabane en bois, modeste mais solide, se tenait là, comme figée dans le temps. Et sur le petit perron, une silhouette assise sur une chaise, immobile. Jackson s'arrêta net. Ses genoux faillirent céder. Il n'avait pas besoin de la voir en face. Il savait. Même de dos. Cette posture. Cette aura. C'était elle. Evelyn. Il s'approcha lentement, les pas hésitants, comme s'il marchait sur de la glace fine, le souffle court, le cœur battant dans ses oreilles. Evelyn? La femme sursauta. Elle se leva d'un bond, se retourna, et ses yeux croisèrent les siens. Le temps s'arrêta. Elle recula d'un pas, les mains tremblantes. Ses cheveux étaient plus longs, légèrement grisonnants. Son visage amaigri, pâle. Mais c'était elle. Son regard était intact. Jackson. Souffla-t-elle. Est-ce vraiment toi? Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Alors il s'avança d'un pas, lentement, et ouvrit les bras. Elle hésita une seconde. Puis elle se jeta contre lui. Ils s'effondrèrent ensemble dans la neige, enlacés, en larmes, comme 2 âmes perdues qui se retrouvaient après un naufrage éternel. Ils entrèrent dans la cabane, où le feu crépitait dans un vieux poêle à bois. L'intérieur était simple, une table rustique, un lit en bois, des plantes médicinales suspendues à une poutre, des bocaux remplis d'herbes. Jackson s'assit sur une chaise, encore tremblant. Evelyn, elle, mit de l'eau à bouillir et servit 2 tasses de tisane fumante. Puis elle s'assit en face de lui. Et elle parla. D'abord doucement, la voix cassée par l'émotion. Puis avec une clarté glaciale. Le bateau a été saboté, dit-elle. Quelqu'un est entré dans ma cabine, m'a injecté quelque chose. Je me suis réveillée à moitié sonnée, sur le pont, alors que le feu se propageait. J'ai été poussée par-dessus bord. Je n'ai pas vu son visage, seulement des gants noirs. Jackson serra les poings. Chaque mot était une gifle. J'ai nagé pendant des heures. J'ai failli mourir de froid. Et puis, un trappeur m'a trouvé sur la rive. Un vieil homme muet qui vivait reclus dans la forêt. Il m'a soigné, nourri, caché. Je suis restée des semaines avec lui, incapable de me souvenir de quoi que ce soit. Elle tourna les yeux vers le feu. Quand mes souvenirs sont revenus, je t'ai cherché. J'ai trouvé des articles. Des documents. J'ai appris que tu avais signé la clause de décès, que tu avais reçu 10 millions. Tu avais organisé mes funérailles, prononcé un discours devant la presse, puis repris ta vie. Elle serra sa tasse entre ses mains, comme pour se réchauffer. J'étais brisée. Je me suis dit que tu avais accepté ma mort. Ou peut-être même, que tu y étais lié. Alors je me suis enterrée ici. Loin de tout. Jackson ne disait rien. Les mots refusaient de passer sa gorge nouée. Il voulait hurler qu'il n'avait jamais signé quoi que ce soit. Que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais elle poursuivit. Et puis, un jour, une petite fille est venue ici. Une enfant étrange. Noire, les pieds nus, la robe en lambeaux. Elle a frappé à ma porte. Je n'avais jamais vu d'enfant ici. Elle m'a regardé avec des yeux, vieux. Et elle m'a dit, il croit toujours que tu es morte. Tu dois l'appeler. Va le retrouver. Evelyn releva enfin les yeux vers lui.
Je n'ai pas compris. Je me suis dit que c'était un rêve, une hallucination. Mais depuis ce jour-là, je n'arrêtais pas de penser à toi. Et puis aujourd'hui? Elle posa la main sur la sienne. Tu es venu. Jackson, les yeux embués, prit cette main et la porta à ses lèvres. Evelyn, je n'ai jamais tourné la page. Je n'ai jamais signé ces documents. C'est Peter. Mon frère. Il t'a trahi. Et il m'a trahi aussi. Un silence. Long. Profond. Puis, enfin, Evelyn se leva. Elle fit le tour de la table, s'agenouilla à ses pieds et posa sa tête contre son torse. Alors, peut-être que tout n'est pas perdu. Il referma ses bras autour d'elle. Et dans cette petite cabane au bout du monde, deux cœurs commencèrent doucement à reconstruire ce que le mensonge et la douleur avaient tenté de briser. Le retour d'Evelyn Miller à Seattle fut un choc pour la ville entière. À peine avait-elle posé le pied à l'aéroport international que les journalistes se pressaient autour d'elle, appareils photo crépitant, micro tendu. Evelyn Miller est vivante, titraient les journaux. Les chaînes d'information tournèrent en boucle son visage pâle mais déterminé. Les rumeurs les plus folles circulaient, complot d'entreprise, secret de famille, faux décès, trahison. Jackson, lui, restait en retrait, mais son regard ne quittait jamais Evelyn, chaque seconde passée ensemble étant une victoire contre l'oubli. Rapidement, la justice entra en action. Les preuves accumulées par Thomas et les enquêteurs furent accablantes. Peter Miller, le frère cadet de Jackson, fut arrêté dans la résidence familiale, sous les yeux stupéfaits des voisins. Il fut inculpé pour fraude massive, falsification de documents officiels, tentative d'assassinat. Le procès fit grand bruit dans les médias, alimentant la couverture sensationnaliste. Peter, qui avait toujours vécu dans l'ombre de son frère, révéla peu à peu une personnalité rongée par la jalousie et l'amertume. Pour Jackson, cette période fut un tournant. Il annonça publiquement qu'il abandonnerait temporairement la présidence de Miller Dynamics. Il voulait prendre du recul, se recentrer sur l'essentiel, la vie, l'amour, la vérité. Avec Evelyn, ils achetèrent une maison loin de la ville, nichée au bord d'un lac tranquille, entourée de forêts. Là, Jackson découvrit un nouveau visage de lui-même, celui d'un homme simple, jardinier amateur, cultivant avec soin des fleurs, des légumes, dans ce jardin qu'il aménageait avec ses mains. Mais malgré cette nouvelle vie paisible, un rituel s'installa. Chaque mois, sans faute, Jackson et Evelyn se rendaient au cimetière. Pas pour la tombe. Non. Pour l'enfant. Car elle n'était jamais revenue. Jamais retrouvée. Aucune caméra, aucun témoin, aucun signe tangible. Elle restait un mystère. Un jour, alors qu'ils discutaient avec une vieille habitante du quartier, Evelyn osa poser la question qui brûlait leurs lèvres. Connaissez-vous une petite fille noire, très fine, qui vient parfois ici? La vieille femme sourit, douce, presque mystique. Vous n'êtes pas la première à parler d'elle. On l'appelle la messagère. Elle n'apparaît que lorsque la vérité doit éclater. Elle guide ceux qui ont perdu leur chemin. Jackson et Evelyn se regardèrent, un mélange d'émerveillement et de reconnaissance dans les yeux. Quel que soit son vrai nom, cet enfant, cette messagère, leur avait rendu la vie. Chaque fois qu'ils passaient devant la tombe vide, main dans la main, leurs voix s'unissaient dans un murmure. Merci. Un merci pour la vie retrouvée. Un merci pour l'espoir qui renaît, même au cœur des ténèbres. Un merci pour la petite fille aux yeux trop vieux, dont le secret demeure à jamais un miracle.